Avez-vous déjà eu l'impression de tout donner dans une relation? Mais sauriez-vous que vous n'êtes qu'un personnage de fond dans l'histoire de quelqu'un d'autre? C'est une vérité douloureuse à laquelle beaucoup d'entre nous sont confrontés, mais nous la mettons souvent de côté en nous disant que c'est comme ça. Mais voici la réalité. Cela ne devrait pas être ainsi. Vous n'êtes pas un réconfort, un tremplin ou une solution temporaire aux besoins de quelqu'un. Aujourd'hui, nous allons approfondir les signes subtils, souvent négligés, indiquant que vous êtes utilisé dans une relation. Il ne s'agit pas seulement de grandes trahisons, il s'agit de ces petits moments et schémas qui érodent lentement votre estime de soi. À la fin de cette vidéo, vous serez non seulement en mesure de repérer ces signaux, mais vous disposerez également des outils nécessaires pour ramener votre navire vers un endroit où votre valeur est reconnue et valorisée. Parce que vous méritez des relations authentiques, mutuelles et respectueuses. Alors, découvrons ensemble ces vérités cachées et faisons le premier pas vers la transformation de la façon dont nous nous voyons nous-mêmes et nos relations. Restez avec moi, car ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait être le point de bascule dans la façon dont vous naviguez dans vos relations avec les autres. Avant de plonger dans le vif du sujet, je vous invite à appuyer sur le bouton « J'aime », à partager ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et à vous abonner pour un contenu plus révélateur. Et n'oubliez pas que regarder la vidéo en entier sans la sauter est la clé pour obtenir une image complète et apporter un changement significatif dans vos relations. Premier signal, effort unilatéral. L'effort unilatéral dans les relations est un phénomène que la plupart d'entre nous ont rencontré, dans lequel nous nous retrouvons toujours celui qui donne, celui qui soutient, celui qui tend constamment la main. Cette disparité, où une personne fait systématiquement plus d'efforts que l'autre, peut vous laisser un sentiment de méconnaissance et d'épuisement émotionnel. C'est comme ramer seul sur un bateau, pendant que l'autre personne est juste là pour le trajet. Cette situation nous rappelle une citation puissante du philosophe stoïcien Sénèque, qui disait « Nous sommes plus souvent effrayés que blessés et souffrons plus de l'imagination que de la réalité. » Parfois, nous pouvons ignorer ce déséquilibre de peur de perdre la relation, même si cela nous fait plus de mal que de bien. Un effort unilatéral est un indicateur clair d'une relation déséquilibrée. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a un jour fait remarquer « N'accordez jamais d'importance à quelque chose qui profite à votre caractère au point que cela vous oblige à rompre votre promesse, à perdre votre estime de soi, à haïr, à soupçonner, à maudire, à agir. L'hypocrite souhaite des choses qui nécessitent des murs et des rideaux. » Ceci est particulièrement pertinent lorsqu'on considère la dynamique d'une relation unilatérale. Si vous compromettez vos valeurs, votre dignité et votre tranquillité d'esprit pour maintenir une relation, cela vaut la peine de remettre en question sa valeur dans votre vie. Dans de telles relations, c'est vous qui élaborez tous les plans, qui initiez la communication et qui trouvez souvent des excuses pour le manque d'effort de l'autre personne. Ce déséquilibre continu entre concession et concession peut conduire à une accumulation de ressentiment et à un sentiment de solitude, même lorsque vous n'êtes pas techniquement en sécurité. Comme le disait le philosophe grec Épictète, « Nous avons deux oreilles et une bouche, nous pouvons donc écouter 2 fois plus que nous parlons. » Dans une relation unilatérale, vous pourriez vous retrouver à parler, avec très peu d'écoute active ou d'engagement de la part de l'autre partie. Dans le domaine de la psychologie occidentale, ce déséquilibre est reconnu comme une source potentielle de détresse émotionnelle. Il est essentiel de se rappeler qu'une relation saine implique des efforts mutuels et de la réciprocité. Lorsque cet équilibre manque, la relation peut être plus un fardeau qu'une source de joie et de soutien. Il est important de reconnaître votre valeur et de ne pas vous contenter d'une relation qui vous donne le sentiment d'être sous-évalué et apprécié. Pendant que vous naviguez dans ces eaux, n'oubliez pas que votre bien-être et votre respect de soi doivent toujours être une priorité.
Reconnaître et résoudre le problème, cet effort unilatéral est une étape cruciale vers des relations plus saines et plus épanouissantes. Vous avez le deuxième signal, disponibilité sélective. La disponibilité sélective dans les relations est un signe révélateur que la dynamique est fortement biaisée en faveur d'une partie. C'est une situation que beaucoup d'entre nous ont rencontrée. Un ami ou un proche toujours prêt à recevoir du soutien, mais rarement disponible pour le donner. Ce type de relation fait écho aux paroles du philosophe stoïcien Sénèque, qui observait « Partout où se trouve un être humain, il y a une opportunité de bonté ». Cependant, avec une disponibilité sélective, cette opportunité semble être une voie à sens unique. Ce comportement est le reflet d'une relation où la commodité l'emporte sur la véritable attention et la réciprocité. Lorsque quelqu'un n'est dans votre vie que lorsque cela est pratique ou bénéfique, cela indique un manque d'engagement et une véritable préoccupation. Marc Aurèle, figure marquante de la philosophie stoïcienne, a dit un jour « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous y réagissez. » Cet aperçu est particulièrement utile ici, car il suggère que votre réponse à la disponibilité sélective est cruciale. Il s'agit de reconnaître votre valeur et de ne pas vous laisser traiter comme une option plutôt que comme une priorité. La disponibilité sélective n'est pas seulement une question de présence physique, c'est aussi une question de disponibilité émotionnelle. Lorsque vous êtes toujours celui qui offre une oreille attentive ou une épaule sur laquelle pleurer, mais que ce même soutien vous manque lorsque vous en avez besoin, c'est un indicateur clair de déséquilibre. Ce manque de réciprocité peut engendrer des sentiments de solitude et de frustration. Rappelez-vous les paroles d'Épictète. Nous avons 2 oreilles et une bouche, donc nous pouvons écouter 2 fois plus que nous parlons. Dans une relation équilibrée, cet adage s'applique aux 2 parties, mais dans des relations à disponibilité sélective, vous risquez de vous retrouver perpétuellement du côté de l'écoute. Du point de vue de la psychologie occidentale, le soutien social mutuel est fondamental pour des relations saines. Le concept de réciprocité est profondément enraciné dans les interactions sociales humaines et est essentiel au développement de la confiance et de la sécurité émotionnelle. Lorsque cette réciprocité est absente, cela peut entraîner des tensions émotionnelles et une faible estime de soi. Il est important de reconnaître quand vous vous trouvez dans une telle dynamique et de prendre des mesures pour y remédier. Cela peut impliquer une communication ouverte sur vos besoins et vos sentiments, la fixation de limites ou une réévaluation complète de la relation. Alors que vous affrontez ces situations difficiles, souvenez-vous des paroles de Marc Aurèle. La meilleure vengeance est d'être différent du malfaiteur. En d'autres termes, au lieu de répondre avec amertume ou de devenir tout aussi indisponible, efforcez-vous de défendre vos valeurs et recherchez des relations plus équilibrées et épanouissantes. Vous avez le 3e signal, absence d'intérêt réel. L'absence d'intérêt réel pour une relation est un problème profond qui touche au cœur de ce que signifie réellement se connecter avec une autre personne. Dans une véritable amitié ou relation, il existe un échange bidirectionnel essentiel, un intérêt mutuel pour la vie, les émotions et les expériences de l'autre. Cela contraste fortement avec une relation dans laquelle une partie montre peu ou pas d'intérêt pour la vie de l'autre. Aristote aurait pu y voir un échec dans la réalisation de l'amitié du bien, où l'appréciation mutuelle et la vertu sont essentielles. Ce manque d'intérêt réel est souvent le signe clair que la relation est plus transactionnelle qu'authentique. Sénèque, philosophe stoïcien, aurait pu commenter ce déséquilibre en soulignant l'importance du bénéfice mutuel dans toute interaction. Il croyait que les relations ne devraient pas être fondées uniquement sur ce que l'un peut tirer de l'autre, mais aussi sur le respect et le bénéfice mutuel. Lorsqu'une personne ne montre aucun intérêt pour votre bien-être personnel, vos aspirations ou vos difficultés, cela indique un manque d'empathie et un mépris pour les aspects fondamentaux d'une relation significative. Platon, avec sa profonde connaissance de la nature humaine, aurait pu voir cela comme un échec à reconnaître la forme de l'amitié, la version idéale et parfaite de celle-ci. Selon lui,
Les relations réelles devraient refléter une compréhension et un lien plus profond entre les individus. Lorsque cette profondeur manque, la relation devient l'ombre de ce qu'elle pourrait réellement être. De plus, le manque d'intérêt réel pour la vie peut conduire à des sentiments d'isolement et d'insignifiance. Cela contredit le besoin humain fondamental de connexion et de compréhension, ce que Carl Jung, le psychiatre suisse, a souligné dans ses théories. Jung croyait que des liens significatifs avec les autres constituaient un élément essentiel du développement individuel et de la réalisation de soi. Dans la philosophie stoïcienne, Épictète a souligné l'importance de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et d'abandonner ce qui ne l'est pas. Dans le contexte des relations, cela signifie reconnaître quand une relation manque d'intérêt réel et comprendre que nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à montrer cet intérêt. Au lieu de cela, nous devrions nous concentrer sur l'entretien de relations enrichissantes et mutuellement solidaires. Socrate, connu pour sa méthode de questionnement profond, aurait pu nous encourager à remettre continuellement en question la nature de nos relations. Sont-ils basés sur le respect et l'intérêt mutuel ou sont-ils unilatéraux? Cette remise en question constante peut nous aider à naviguer dans des relations plus saines et plus équilibrées. Vous avez le 4e signal, manipulation émotionnelle, exposée. La manipulation émotionnelle est une préoccupation majeure dans toute relation. Cela se produit lorsqu'une personne utilise la culpabilité, la pression émotionnelle ou même la coercition subtile pour influencer les actions de l'autre. Cette forme de manipulation est particulièrement insidieuse car elle exploite la compassion et l'empathie de la victime, l'amenant souvent à remettre en question ses propres sentiments et motivations. La philosophie stoïcienne, en particulier les enseignements d'Épictète, fournit une lentille à travers laquelle on peut observer ce comportement. Épictète nous a appris que les événements extérieurs échappent à notre contrôle, mais que nous pouvons contrôler nos réponses. Dans le contexte de la manipulation émotionnelle, cela signifie reconnaître le comportement manipulateur pour ce qu'il est et choisir de ne pas le laisser dicter vos actions ou remettre en question votre estime de soi. Marc Aurèle, un autre philosophe stoïcien, s'est concentré sur l'importance d'agir conformément à sa nature et à sa raison. Lorsqu'il s'agit de manipulation émotionnelle, il est essentiel de rester fidèle à vous-même plutôt que de vous laisser influencer par la tentative de quelqu'un d'autre d'exploiter vos émotions. Marc Aurèle aurait pu conseiller de maintenir notre intégrité et de ne pas permettre aux autres de perturber notre paix intérieure. Sénèque, contemporain d'Aurèle, parlait souvent de tranquillité d'esprit. Nous avons peut-être vu la manipulation émotionnelle comme une menace directe à cette paix, une force qui perturbe notre harmonie et notre clarté intérieure. Selon lui, reconnaître et résister à la manipulation émotionnelle est essentiel pour maintenir notre équilibre mental et émotionnel. Du point de vue de la psychologie occidentale, la manipulation émotionnelle peut avoir des effets négatifs importants sur la santé mentale d'un individu. Cela peut conduire à l'anxiété, à une faible estime de soi et même à la dépression. Carl Jung, pionnier de la psychologie, croyait en l'importance de l'individuation, le processus de compréhension et d'intégration de son propre psychisme. Dans une situation de manipulation émotionnelle, cela signifie reconnaître la manipulation et réaffirmer vos propres pensées, sentiments et valeurs. Le concept aristotélicien de phronèse, ou sagesse pratique, est également pertinent ici. Cela implique non seulement de comprendre ce qui constitue un bon état, mais aussi la capacité de délibérer sur la manière d'y parvenir. Dans les cas de manipulation émotionnelle, la sagesse pratique impliquerait de voir la manipulation telle qu'elle est et de comprendre la meilleure façon de réagir ou de se retirer de la situation. Platon aurait pu considérer la manipulation émotionnelle comme une corruption de l'âme, une force qui déforme la vérité et la réalité. Dans ses dialogues, il explorait souvent l'idée de justice et de vérité, et la manipulation émotionnelle aurait probablement été à son avis l'antithèse de ces idéaux. Vous avez le 5e signal, non-respect des limites. Le 5e signe d'une relation difficile est l'échec des limites.
une situation dans laquelle une partie dépasse ou ignore systématiquement les limites fixées par l'autre. Ce manque de respect des limites personnelles peut se manifester de diverses manières en changeant constamment vos projets, en s'attendant à ce que vous soyez toujours disponible ou en ignorant vos besoins et vos préférences. Ce comportement est non seulement irrespectueux, mais préjudiciable à toute relation saine. Dans le domaine de la philosophie stoïcienne, les enseignements de Marc Aurèle apportent un éclairage précieux sur cette question. Aurelius a souligné l'importance du respect de soi et des autres. Il croyait en la dignité de chaque individu et en la nécessité de respecter cette dignité dans nos interactions. De son point de vue, permettre à quelqu'un d'ignorer à plusieurs reprises vos limites est incompatible avec le maintien du respect de soi et de l'intégrité personnelle. De même, Sénèque, un autre philosophe stoïcien, a parlé de l'équilibre entre l'autopréservation et les devoirs que nous avons envers les autres. Il considérerait probablement le non-respect des frontières comme une violation de cet équilibre. Dans une relation saine, il doit y avoir un respect mutuel pour le temps, l'espace et l'individualité de chacun. Lorsque ces éléments sont continuellement négligés, la relation devient unilatérale et néfaste. Épictète, connu pour ses enseignements sur le contrôle de ses réponses et de ses actions, conseillerait aux individus se trouvant dans de telles situations de se rappeler que leurs réactions et leurs limites sont sous leur contrôle. Cela encouragerait probablement une personne à affirmer et à maintenir fermement ses limites, en lui rappelant que même si nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons et respecter nos propres limites. D'un point de vue psychologique, le concept d'individualisation de Carl Jung implique la compréhension et l'intégration de différents aspects de soi. Respecter et affirmer ses limites est un élément crucial de ce processus. Lorsque les limites sont continuellement ignorées, cela peut entraver la croissance personnelle et conduire à des sentiments de frustration et à une perte d'identité. La notion d'Aristote du juste milieu, le juste milieu souhaitable entre deux extrêmes, peut également s'appliquer au concept de frontière. Dans toute relation, il doit y avoir un équilibre entre flexibilité et fermeté. Le mépris total des frontières est un extrême qui perturbe cet équilibre, conduisant à une dynamique malsaine. Vous avez le 6e signal, connexion de surface exposée. Cela se caractérise par des interactions qui manquent de profondeur et d'implication émotionnelle, où les conversations et les expériences partagées effleurent à peine la surface de ce qu'implique une véritable connexion. Ce type de relation est marqué par une superficialité persistante, dans laquelle, même après avoir passé beaucoup de temps ensemble, les parties impliquées ne se connaissent pas vraiment à un niveau plus profond et plus significatif. D'un point de vue stoïcien, Épictète pourrait commenter cela en soulignant l'importance des interactions authentiques dans nos vies. Il croyait que l'essence de nos relations devait être basée sur la vérité et la sincérité. Lorsqu'une relation reste superficielle, elle ne parvient pas à s'aligner sur ses valeurs stoïciennes d'authenticité et de connexion significative. Marc Aurèle, un autre philosophe stoïcien, parlait souvent de la profondeur des relations humaines et de l'importance de la véritable amitié. Il verrait probablement une connexion superficielle comme une occasion manquée de créer un lien contribuant à la croissance personnelle et à la compréhension mutuelle. Marc Aurèle pourrait encourager les individus à rechercher des relations qui dépassent la surface, celles qui défient et enrichissent les deux parties. Sénèque, connu pour sa compréhension de la nature humaine, pourrait considérer les liens superficiels comme le reflet d'un manque d'engagement envers le bien-être de soi et des autres. Selon lui, les relations devraient servir de moyen de nous améliorer et de contribuer positivement à la vie des autres. Une relation qui reste à un niveau superficiel ne remplit pas cet objectif et manque donc des qualités appréciées par Sénèque. Dans le domaine de la philosophie occidentale, le concept d'amitié d'Aristote, fondé sur la vertu et le respect mutuel, contraste fortement avec les liens superficiels. Selon Aristote, la forme la plus élevée d'amitié est celle qui repose sur l'appréciation mutuelle des vertus de l'autre
et ne concerne pas seulement le plaisir ou l'utilité. Platon aurait pu conceptualiser les connexions superficielles comme des relations qui ne parviennent pas à atteindre le monde de la forme. Son idée de la réalité la plus élevée et la plus fondamentale. Selon Platon, une relation qui ne cherche pas à comprendre et à se connecter avec la véritable essence des individus impliqués est limitée et insatisfaisante. Carl Jung, un psychiatre suisse, a souligné l'importance des liens profonds et significatifs dans sa théorie de l'individualisme, le processus de réalisation de soi. Jung considérerait probablement les connexions superficielles comme des obstacles à cette réalisation de soi, car elles ne permettent pas l'interaction profonde nécessaire pour que les individus comprennent et intègrent pleinement les différents aspects de leur personnalité. Vous avez le 7e signal, absent dans vos moments difficiles, 7e, et un signe profondément révélateur d'une relation troublée est l'absence perceptible pendant les périodes difficiles. Les véritables amitiés et relations sont testées et éprouvées, non pas dans des moments de commodité, mais dans des moments de défi et d'adversité. Lorsqu'une personne que vous considérez comme un ami ou un partenaire est visiblement absente pendant les périodes de lutte ou de difficulté, cela en dit long sur son investissement et son engagement dans la relation. La philosophie stoïcienne, qui met l'accent sur la vertu, l'endurance et la nature des relations humaines, fournit des informations précieuses sur cette question. Épictète, un éminent philosophe stoïcien, croyait en l'importance d'endurer les difficultés avec un sentiment de stoïcisme et de grâce. Cependant, il a également reconnu la valeur du soutien et de la camaraderie pour surmonter les défis de la vie. Dans le contexte de l'absence d'un ami dans des moments difficiles, Épictète pourrait nous rappeler que même si nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, nous pouvons contrôler notre réponse, notamment en réévaluant la relation et en cherchant du soutien ailleurs. Marc Aurèle, connu pour ses méditations sur la vie et le devoir, verrait probablement l'absence d'un ami dans les moments difficiles comme un manquement au devoir d'amitié. Pour Marc Aurèle, l'essence de toute relation reposait sur le soutien et la compréhension mutuelle. L'absence, lorsque l'on est le plus vulnérable, contredit les principes mêmes de respect mutuel et d'empathie qu'il valorise. Sénèque, un autre penseur stoïcien, a beaucoup écrit sur les épreuves de la vie et le rôle des amis pour alléger nos fardeaux. Il pouvait considérer l'absence d'un ami dans les moments difficiles comme un manque de véritable amitié, qui, selon lui, devait être basée sur une base de soutien et de compréhension mutuelle. Pour Sénèque, endurer les épreuves fait partie de la vie, mais les endurer seul quand on a recherché le soutien d'amis indique une relation insouciante et une véritable solidarité. D'un point de vue philosophique occidental, le concept d'amitié d'Aristote implique une bonne volonté mutuelle et des valeurs partagées. Selon lui, un ami absent lors de vos combats ne répond pas à ces critères de véritable amitié. Aristote croyait que les amitiés fondées sur l'utilité ou le plaisir sont moins durables et manquent de la profondeur et de l'engagement des amitiés vertueuses. Platon pourrait considérer cette absence comme le signe d'une relation qui n'est pas à la hauteur de la forme idéale d'amitié, une relation basée sur une compréhension et une connexion plus profonde entre les âmes. Pour Platon, les vrais amis sont ceux qui restent présents et solidaires, surtout lors des épreuves de la vie. Carl Jung, dans son exploration de la psyché humaine, a souligné l'importance de liens profonds et significatifs pour parvenir à la croissance personnelle et à la réalisation de soi. L'absence d'un ami pendant les moments difficiles peut nuire à ce processus, privant les individus du soutien émotionnel et de la compréhension nécessaire pour surmonter leurs difficultés personnelles. Alors que nous arrivons aujourd'hui à la fin de notre voyage, rappelez-vous ceci. La valeur de vos relations ne se mesure pas à la facilité du temps que vous partagez, mais à la présence et au soutien que vous ressentez dans les moments les plus difficiles de la vie. Vous méritez des liens aussi profonds et authentiques que votre propre engagement et votre empathie. Si les connaissances d'aujourd'hui vous interpellent, ne laissez pas le voyage s'arrêter là. À l'écran, vous trouverez une liste de lectures qui approfondit encore plus la compréhension
et l'entretien de relations saines. Cliquez dessus, continuez ce chemin de découverte de soi et adoptez les relations qui honorent votre vraie valeur. N'oubliez pas que dans la grande étape de la vie, chaque fil de connexion authentique que nous tissons ajoute de la force, de la chaleur et de la couleur à notre existence. Restez fidèle à vous-même et continuez à rechercher les liens qui donnent un véritable sens à la vie.